J'ai jamais pris de ma vie un mois entier de vacances. Et quand on est à son compte, c'est vraiment dur de se dire ok, pendant un mois, je poste pas de vidéos, j'ouvre même pas mes mails. Voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais fait et j'en avais grandement besoin. Donc là, je suis revenu à Lyon avec plein de nouvelles idées créatives, avec surtout beaucoup d'énergie, chose que j'avais pas forcément il y a quelques mois. Et je voulais relancer les vidéos en faisant une bonne vieille FAQ, chose qu'on n'a pas faite depuis longtemps. Je vous ai demandé sur Insta de me poser vos questions, donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à un max de questions. Et il y aura notamment une question, je l'ai vu passer, assez croustillante sur la FX3 et ce que je pense de tout ça en ce moment. On en parlera en deuxième partie de vidéo. Et il s'est passé une dinguerie il y a quelques jours. Mon chat, avec qui je cohabite depuis 3 ans maintenant, c'est un amour ce chat. Ce même chat a décidé de renverser un verre d'eau entier sur mon Mac. Donc mon Mac qui est resté une nuit entière dans de l'eau stagnante. Et en fait le Mac est mort, il s'allume plus du tout. Donc je l'ai déposé à l'Apple Store là il y a quelques jours, 1500 €. Merci le petit chat, je vais vous le montrer, hein, ce qui fait le malin là. Et je vous dis, il est mignon, mais 1500 balles à cause d'un chat. Il va faire le mec tout mignon là, mais ne vous fiez pas trop aux apparences. Il est là. Il est là le petit chat. Il fait son dodo pendant que son papa va dépenser 1500 €. Ça va que t'es beaucoup trop mignon, je peux rien te dire. Allez, première question. Est-ce que tu as des voyages de prévus pour la fin 2025 ? La réponse est oui, mais pas non plus énormément. Je vais vous expliquer après pourquoi. J'ai d'autres projets en tête. Ce week-end, je vais à Amsterdam avec des copains créateurs pour aller au salon IBC. C'est la première fois que j'y vais. C'est un énorme salon autour de la tech. Je vais rencontrer plusieurs marques là-bas. 2 d'entre elles qui sont Nikon et DJI. Oui, j'ai bien dit Nikon. Vous allez voir que beaucoup de monde va parler de Nikon ces prochaines semaines. Mis à part ça, je ne me suis pas programmé beaucoup de voyages parce que je travaille sur un projet que je garde encore secret pour l'instant, mais qui me demande beaucoup de temps. J'ai très hâte de vous dévoiler ce que c'est, mais donc voilà, pour l'instant, on reste tranquillement à Lyon. Je vais me chauffer à ranger un peu mon bureau en même temps parce que c'est un carnage le studio. Je l'ai laissé à l'abandon pendant l'été. Deuxième question, quel MacBook tu conseilles en 2025 pour du montage vidéo ? J'utilise toujours le M1 Max que j'ai acheté en 2021. C'est absolument pas celui-là. Celui-là, c'est le MacBook de rechange que j'ai eu, je sais même pas ce que c'est. C'est vraiment une bombe ce Mac. D'ailleurs, c'est un Mac que je recommande à beaucoup de monde si jamais vous vous lancez dans la vidéo et que vous avez besoin d'une bête qui est assez puissante pour faire fonctionner DaVinci ou d'autres logiciels. Vraiment, le M1 Max fonctionne encore très bien et c'est celui que j'utilise moi personnellement. Mais pour répondre à la question, personnellement, si je reprendrais un Mac, je prendrais l'une des puces de M1 à M4 et je prendrais la version Max. Comment arrives-tu à trouver des clients chaque mois ? J'ai reçu beaucoup de questions liées aux clients. D'ailleurs, j'en ai fait toute une vidéo si ça vous intéresse. Je vous la mets juste ici sur mes conseils pour trouver des nouveaux clients et comment les fidéliser, surtout parce que c'est tout aussi important. Et vous avez été assez nombreux à me poser la question de moi, comment je fais pour trouver des clients. Et en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que j'ai que très peu de clients parce que je vis à 100% des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde qui a du mal à y croire, mais oui, même avec moins de 100 000 abonnés, on peut largement vivre des réseaux sociaux. L'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on est dans une niche. On est dans la niche de la photo, de la vidéo. Beaucoup de marques, du coup, sont prêts à nous faire confiance parce qu'on a une audience qui est qualifiée, entre guillemets, qui est passionnée de photos et de vidéos. On va dire que c'est pas une audience qui est grand public, donc on attire des marques et qui dit des marques, dit aussi argent. Moi, j'ai pu devenir, on va dire, youtubeur à temps plein depuis mes 30-40 000 abonnés. Ceci dit, je garde quand même des clients à côté parce que se filmer soi-même, c'est marrant 5 minutes, mais voilà, mon métier que je considérais être mon vrai métier, c'est d'être vidéaste et donc de filmer pour des clients. Je veux pas perdre la main non plus par rapport à ça. C'est ma manière à moi aussi de rester légitime par rapport à vous. Si je vous donne des astuces sur comment trouver des clients alors que j'ai pas de clients à côté, il y a un truc qui va pas dans ma tête. Mon objectif cette année, c'est de vous emmener encore plus avec moi sur mes différents tournages. Je sais que c'est un format que vous aimez bien, en tout cas c'est les retours que j'en ai eu. Donc voilà, on va essayer de faire un max de BTS de nos différents tournages pour vous donner plein de petits tips. Seras-tu présent au salon de la photo ? J'ai très envie d'échanger avec toi. Et moi aussi, j'ai très envie d'échanger avec toi. Oui, je serai présent au salon de la photo. Il est 15h pour ceux qui se posent la question. Oui, je serai présent au salon de la photo le vendredi et le samedi. D'ailleurs, si jamais vous me croisez, n'hésitez surtout pas à venir discuter parce que pour moi aussi, c'est hyper intéressant de vous rencontrer. Il n'y a pas beaucoup de moments dans l'année où je peux parler avec mon audience, donc n'hésitez surtout pas. Quelle sera la ligne directrice artistique sur YouTube en fin d'année et l'année prochaine ?
Ça, c'est une très bonne question parce que je vais essayer de changer quelques petits trucs sur la chaîne. C'est le moment où je m'ouvre un petit peu, ok? Ces derniers mois, on va dire peut-être depuis mars, en gros de mars à juillet, ça a été un peu galère. C'est la première fois de ma carrière que je sens que j'ai moins d'énergie, j'ai moins de motivation. Globalement, j'avais moins d'idées en fait. Créativement parlant, ça commençait à être un petit peu compliqué. C'est pour ça que je vais pas commencer à parler de mini burn-out parce que je sais qu'il faut prendre des gants quand on utilise ce mot-là, des petites pincettes. Mais honnêtement, je pense que j'en étais pas loin. Je travaille beaucoup, forcément, comme beaucoup de monde qui sont dans ce milieu et qui sont à leur compte. J'ai beaucoup voyagé, très stimulé par tout ce que je fais aussi. C'est dur de trouver un compromis entre le pro et le perso. Bref, j'étais ultra fatigué, vraiment physiquement fatigué tout le temps et du coup je me suis dit ok, il y a un truc qui va pas. C'est pour ça entre autres que j'ai coupé tout le mois d'août. En fait j'ai pris conscience que j'ai vraiment peur d'arriver à un moment où je vais avoir envie de faire autre chose que de la vidéo. La vidéo c'est ma plus grosse passion, c'est vraiment ce pourquoi je suis fait. C'est un truc que j'ai envie de faire le plus longtemps possible. Donc je me suis rendu compte qu'il faut que je prenne soin de cette passion en fait. C'est dur d'avoir un métier passion, c'est toujours trouver cet équilibre entre l'argent que tu peux faire avec ta passion tout en faisant gaffe de entretenir cette passion en fait, c'est vraiment, faut l'entretenir. J'ai pris des décisions pour prendre soin de cette passion et du coup je vais changer un petit peu la DA et ce que je vais vous proposer ici sur la chaîne. J'ai envie d'avoir quelque chose qui est un peu plus authentique en fait. J'ai envie de créer plus de proximité avec vous. J'ai pas envie de rentrer et de continuer d'être dans cet esprit de toujours vouloir faire le plus de vues, de vouloir toucher le plus de monde possible. En fait, j'ai envie d'être plus dans l'authenticité. J'ai envie de créer vraiment une proximité avec vous et en fait, j'ai envie de plus vous montrer mon quotidien. Certes, il y a beaucoup de réussites, il y a des beaux projets, etc., il y a des beaux voyages, mais il y a des grosses galères aussi, il y a des moments de doute, il y a des moments qui sont un peu plus compliqués. Et en fait, j'avais envie de plus vous ouvrir dans mon quotidien, dans ce que je fais réellement comme métier au final. J'ai peut-être envie de vous montrer un petit peu plus mes autres passions, la musique, je fais beaucoup de musique aussi à côté, beaucoup de sport. J'ai envie d'englober un petit peu plus de choses, peut-être parler un petit peu plus de développement personnel aussi. Forcément, vous inquiétez pas, on va beaucoup parler de vidéos, ça reste ma plus grosse passion et c'est ça qu'on fait sur cette chaîne, on est des vidéastes. On est vidéastes ou quoi là? Enfin bref, voilà, j'ai envie de, pourquoi pas, créer des formats un petit peu plus vlog au final. Vous amener avec moi, que ce soit un petit peu plus calme comme rythme, moins dans les gros cuts tout le temps, mais qu'on soit plus dans l'authenticité. Donc voilà, je suis chaud d'avoir votre avis là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez de ce format un peu nouveau. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va faire dans les prochains mois et on verra si ça prend ou pas. Tu n'as jamais pensé à faire de court-métrage? Alors, court-métrage, pas forcément. C'est pas un truc qui m'attire pour l'instant. Par contre, documentaire, ça m'attire fortement et j'espère vraiment que je vais pouvoir concrétiser ça cette année. J'aimerais beaucoup faire mon premier docu cette année et pourquoi pas en faire plus derrière. Mais voilà, ça par contre, c'est un truc qui m'attire vraiment. Je vois une baisse des prix de beaucoup de photographes vidéastes, une idée des causes. J'ai remarqué ça aussi récemment et je pense que l'une des causes c'est que voilà, il y a quelques années pour avoir une vidéo quali, une belle vidéo pro, fallait avoir toute une équipe, fallait avoir beaucoup de matos. Aujourd'hui, on peut littéralement avoir une belle vidéo avec un téléphone. Donc c'est pour ça que moi je me suis beaucoup questionné aussi sur la suite de ce métier-là, notamment avec l'arrivée des IA, mais ça c'est un tout autre sujet. Mais voilà, au final aujourd'hui avec une bonne idée et un bon smartphone, on peut faire déjà une vidéo qui est vraiment quali. Aujourd'hui, ce qui est ultra important pour moi, c'est vous, en fait. Personne d'autre pourra vous remplacer, vous, avec vos idées, avec votre façon de filmer. Ça fait partie du truc aussi. Le client, il va faire appel à vous parce qu'il vous veut, vous, et pas quelqu'un d'autre. Tout ça pour dire qu'on est dans une période où, en effet, n'importe qui peut avoir du matos de haute qualité et les clients eux-mêmes, les annonceurs eux-mêmes investissent dans des boîtiers et dans des smartphones de bonne qualité pour pouvoir faire des vidéos eux-mêmes. Mais voilà, personne pourra vous remplacer, vous, vos idées et votre façon de filmer. Le plus dur forcément ça va être d'avoir vos premiers projets vidéo, de réussir à construire cette base client et après il faut tout faire pour fidéliser ses clients. Mais comme dans beaucoup d'industries, le bouche à oreille c'est l'outil le plus puissant de notre métier. Qu'est-ce qui marche le mieux pour un vidéaste de nos jours? Est-ce que c'est l'immobilier, voiture, entreprise? Moi je dirais qu'une source sûre c'est toujours les mariages. Il n'y a jamais eu autant de demandes que dans les mariages, donc ça marche vraiment bien. L'événementiel aussi, il y a beaucoup de demandes pour des vidéos événementielles, que ce soit des festivals, des événements d'entreprise, mariage au final ça fait partie de l'événementiel. Et les bonnes vieilles vidéos corpo aussi. Voilà. Après tout ça c'est en train d'évoluer un petit peu. Beaucoup d'entreprises veulent faire des formats verticaux, vous l'avez sûrement vu. Mais voilà, si vous voulez démarcher des entreprises, pourquoi pas être un petit peu plus précis sur ce que vous pouvez leur proposer. Par exemple, vous pouvez démarcher en disant je peux vous faire, je sais pas, 3 ou 5 réels de votre entreprise. Il y a plus d'entreprises aujourd'hui qui veulent faire des vidéos pour les réseaux sociaux que pour leur site. Site, un objet incontournable dans ton métier. J'en ai 2. Mon premier objet, j'en ai plus et je vais en racheter tout de suite juste après cette vidéo, c'est ce petit truc juste là, c'est du gaffeur. C'est vraiment l'outil le plus pratique dans mon métier, on en a déjà parlé sur la chaîne. Et mon deuxième outil le plus pratique, il va falloir que je pose la cam ou le micro.
Ça, c'est vraiment l'outil le plus pratique. Je m'en suis passé pendant de nombreuses années. Mais depuis que j'en ai un, je m'en sers sur tous mes tournages. Donc ça, c'est toujours dans ma poche, peu importe ce que je filme. Je vous recommande vraiment d'avoir ça avec vous. C'est beaucoup trop pratique. Ok, prochaine question. Et vous avez été nombreux à me la poser. Niveau argent, c'est comment? C'était sûr que cette question allait revenir. Elle revient à chaque fois. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé ouvertement sur la chaîne. Peut-être qu'on le fera un jour. En tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que on va dire que 80% de mes revenus sont liés aux réseaux sociaux et 20% aux vidéos clients. Donc je garde quelques clients quand même. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je gagne mieux ma vie maintenant sur les réseaux que quand je faisais uniquement des vidéos clients. Une fois que vous avez créé votre audience, on va pouvoir monétiser tout ça de différentes façons. Donc moi, j'ai pas mal de différentes sources de revenus que j'ai mis en place. Pour vous donner des exemples, on va dire que l'une des plus grosses sources de revenus, ça reste les vidéos sponsorisées. C'est grâce aux marques et grâce à ces placements que vous voyez dans nos vidéos YouTube qu'on peut continuer à vous proposer toutes ces vidéos gratuitement. Donc eux, c'est vraiment un gros soutien. On a les revenus forcément aussi de YouTube qui nous payent directement via AdSense. Donc ça reste des petits revenus, en tout cas pour notre niveau. On va voir tout ce qui est affiliation aussi. Tous les liens que vous voyez dans la description sont des liens affiliés. Si vous cliquez sur un lien IPLN par exemple et que vous rentrez mon code Alex Jackson, moi je touche une petite commission. Et j'en profite pour vraiment remercier ceux qui passent par ces liens et qui mettent le code Alex Jackson parce que vraiment ça c'est un gros soutien aussi. On a la vente de produits digitaux, donc des luttes, ça peut être des packs de, je sais pas, des presets, des choses que vous avez créées, des typos, des choses comme ça. Et moi, un gros morceau aussi, c'est la formation DaVinci. Donc j'ai passé des mois, voire des années sur cette formation à l'entretenir, etc. Donc ça, c'est aussi une belle source de revenus et c'est aussi énormément de travail. Aujourd'hui, petite fierté d'avoir presque 700 membres dessus déjà. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Comment organises-tu ton temps entre YouTube, les clients et les temps de repos? Ça, c'est aussi une très bonne question. Il n'y a pas forcément de règle entre YouTube et les clients parce que ça va dépendre des demandes clients. Je démarche plus du tout pour les clients, mais quand j'ai une belle demande que j'ai envie de faire, du coup, je vais prendre du temps pour faire cette vidéo client. Et le temps de repos, pour moi, c'est primordial aussi d'avoir des temps off parce que avant, j'avais tendance à beaucoup travailler le soir et du coup, je coupais jamais. Aujourd'hui, quand je rentre chez moi, ça dépend des jours, mais généralement entre 18 et 19 heures, je coupe complètement. Je bosse plus du tout le soir et je bosse très très rarement le week-end. Je vais bosser le week-end si j'ai un tournage ou si j'ai vraiment un projet à livrer en urgence. Et voilà, le week-end, je coupe complètement aussi. C'est trop important pour moi d'avoir du temps off pour réussir à être, efficace, performant quand je travaille vraiment. Quel matos t'attend le plus en 2026? C'est le moment fatidique. On va parler matos. Toute cette deuxième partie sera dédiée au matos. Je vais aller dehors. On va aller chercher le Mac ensemble d'ailleurs. Dépenser 1500 € et après on va répondre à cette question. Ça, c'est le donut du réconfort parce que je viens à l'instant de sortir de l'Apple Store. Non seulement j'ai dû payer les 1500 € de réparation, mais en plus de ça, ils m'ont annoncé qu'ils ont pu récupérer aucune donnée qu'il y avait sur l'ordi. Ils ont dû changer complètement la carte mère. Donc on est content, c'est un rappel à moi-même et un rappel pour vous aussi de vraiment faire vos sauvegardes sur vos ordinateurs, que ce soit sur Mac ou sur PC d'ailleurs, mais voilà, moi j'ai tout perdu, tout ce que j'avais dessus. Heureusement je travaille beaucoup sur des disques durs, donc toutes mes anciennes vidéos normalement je les ai, mais forcément j'ai perdu énormément de choses, énormément de photos que j'avais dessus, tous mes documents, bref. Le donut du réconfort va bien passer, et puis merci le chat. Bon allez, c'est le moment où on parle matos parce que j'ai reçu 2 questions ultra intéressantes. La première est quel matos t'attend le plus en 2026 et la deuxième est quel est le boîtier que tu utilises à l'heure actuelle. Donc je pense que peut-être que la plupart d'entre vous savez déjà, mais j'utilise la FX3 depuis un bon bout de temps maintenant, ça fait pas mal d'années. C'est une caméra que j'adore, elle a littéralement traversé le monde avec moi, j'ai filmé des centaines de vidéos dessus. C'est une caméra qui encore aujourd'hui est ultra populaire chez les vidéastes, mais vous sentiez venir qu'il y avait un petit mec qui arrivait. C'est un boîtier qui est sorti il y a 4 ans. Et en 4 ans, tous les autres constructeurs
bah, ils ont innové, ils ont évolué. Lumix ont sorti le S1 II. Le S1 II, c'est pour moi l'un des boîtiers les plus performants en vidéo à l'heure actuelle. Nikon vient tout juste de sortir le ZR, littéralement il y a quelques jours quand vous regardez cette vidéo. En termes de spec, parce que je l'ai pas encore eu dans les mains, mais en termes de spec, c'est exceptionnel et surtout pour un prix qui est vraiment raisonnable. Je vais le tester ce week-end à Amsterdam, je vous en ferai une vidéo très vite. Nikon a aussi le Z6 III qui est un boîtier vraiment impressionnant. Canon vient tout juste de sortir la C50. Bref, Sony qui était tellement en avance sur la concurrence il y a quelques temps, notamment sur le marché de la vidéo, son avance s'est vraiment réduite récemment. Je sais même pas s'ils sont en avance sur les autres du coup maintenant. Alors pourquoi je suis un peu critique de la FX3 alors que j'en ai dit que du bien pendant ces dernières années? Encore une fois, je me répète, ça reste un boîtier qui est exceptionnel. C'est juste que maintenant elle a 4 ans et on attend la suite. Mais ce que la FX3 n'a pas et que d'autres boîtiers ont, déjà, on n'a pas la possibilité de filmer en 4K pour faire de l'open gate et ça c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, on a tous besoin, moi le premier, de pouvoir filmer en horizontal et en vertical. Donc le fait de pouvoir filmer en open gate, ça nous offre cette possibilité là. On n'a pas de RAW en interne, on a un autofocus qui est bon, mais on n'a pas la puce IA dessus, donc l'autofocus est encore moins bon que sur le ZVE1. Le S-Log, maintenant que je l'ai pas mal comparé au V-Log de chez Panasonic, bah je trouve qu'il est un cran en dessous. Clairement, le V-Log de chez Pana, il est magnifique. Quand tu appliques ton Rec 709 en post-prod sur du Vlog, vraiment ton image elle prend vie, les couleurs sont sublimes. Et il y a des petites choses qui m'embêtent encore un petit peu, bon c'est des petits détails, mais on n'a toujours pas de waveform sur la FX3, ça c'est une dinguerie. Ça va peut-être arriver avec une mise à jour, mais on l'attend toujours. Et globalement, on est sur un prix qui est encore cher, hein. On est à 4700 € à peu près pour un produit qui est sorti il y a 4 ans. Bon, je suis en train de comparer un boîtier qui est sorti il y a 4 ans avec des boîtiers d'aujourd'hui, donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes tout ça. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de dire qu'on en attend beaucoup de la part de Sony dans les prochains mois. Et en parlant justement du futur de Sony, on le sait tous, la FX3 II devrait arriver dans les prochains mois normalement. C'est une caméra que j'attends avec une très grande impatience. Les rumeurs parlent d'un potentiel triple ISO natif, ça ce serait vraiment très pratique. On aurait normalement enfin la 6K Open Gate, la puce IA pour un meilleur AF, un potentiel capteur semi-empilé, ça aussi ça peut vraiment m'intéresser. En tout cas cette FX3 II, beaucoup de personnes l'attendent et je pense que Sony se met aussi une pression parce qu'ils savent que ce boîtier est très attendu et ils vont préférer repousser la date pour pouvoir proposer un produit qui est le plus abouti possible. Le problème c'est qu'on ne sait pas forcément combien de temps on va attendre. Donc, la grande question c'est est-ce que je vais vendre ma FX3 et la réponse est non, pas pour l'instant. La réalité, c'est qu'elle prend un peu la poussière sur l'étagère parce que tout simplement aujourd'hui, je préfère utiliser des boîtiers comme le S1 II qui regroupent plus de technologies qui me sont utiles. Mais voilà, je vais garder la FX3 et je vais surtout garder tout mon parc optique de chez Sony parce que voilà, j'attends cette FX3 II avec impatience et j'attends aussi, soit dit en passant, ce petit A7 V qui devrait être vraiment pépite aussi. Sony ont un train de retard en ce moment, mais j'ai très hâte de voir ce qu'ils nous réservent parce que je sais que ça bosse très dur. C'est que mon avis sur les choses, mais je suis très curieux d'avoir votre retour, je sais pas, votre avis sur tout ça, sur le positionnement de Sony, sur la suite. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. C'est vrai que moi j'ai un positionnement de... Vraiment, j'ai la chance de pouvoir tester plein de différentes marques. C'est une volonté de ma part aussi de ne pas être ambassadeur. Non pas qu'une marque en particulier, mais proposer d'être ambassadeur. Mais je préfère rester le plus légitime possible. Avoir la possibilité de tester tous ces différents boîtiers, toutes ces différentes sorties, parce qu'on vit dans une époque fascinante, quoi. Il y a des innovations dans tous les sens. C'est vraiment incroyable. On discute avec grand plaisir dans les commentaires. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, les potes, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.